Et voilà, nous voici donc sur ce live. J'ai mon micro qui se barre. Tac, tac, tac. Et voilà. Alors, bonsoir, bienvenue à tout le monde. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte sur ce fameux live, enfin fameux, à propos du tarot. Alors, voilà, j'attends un petit peu que tout le monde, bonsoir à tout le monde qui nous rejoignez sur ce live. Alors, je voulais parler un petit peu du tarot. Parce que, comme je l'ai publié très récemment, j'ai enfin sorti une méthode d'apprentissage du tarot, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais là, je voulais vous parler un petit peu de la structure fondamentale du tarot, on va y venir, et de l'aspect ésotérique, mystique du tarot. Bonsoir tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du tarot et de la tarologie en général, alors quand je parle de tarologie, je parle du logos du tarot, c'est-à-dire le langage, la fibre existentielle du tarot, et ce qui va permettre de traduire, on va parler du symbolisme en général, et justement de l'importance du symbolisme dans le mysticisme, parce que la notion du symbole qui est très aujourd'hui très représentée. Alors je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien. Donc on parle énormément en alchimie, dans la spiritualité, que ce soit la spiritualité, je dirais, classique ou même la spiritualité moderne, de cette notion de symbolisme et de comment justement le symbole va réagir. Aujourd'hui on parle beaucoup justement de l'analyse des symboles et des symboliques. Ouais, le son est bon. C'est parfait. De cette analyse symbolique et de l'utilisation de ces symboles. Alors, on va commencer par le symbole et l'origine même du symbole, qui vient de symbolème. L'origine, l'étymologie du symbole vient de symbolème, qui veut dire rassembler. À la base, symbolème, c'était comme une amulette, en fait, ça symbolise un contrat. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Parce que du coup, je suis en train d'enregistrer pour qu'il y ait un replay après. Donc, je suis en train d'enregistrer sur deux caméras à la fois. Donc oui, ce qui symbolise un contrat, c'est-à-dire une union entre deux principes, entre deux êtres. Donc c'était une espèce d'amulette, et en fait cette amulette était séparée en deux, et pour symboliser justement le contrat. Donc symbolème, rassemblé, c'est-à-dire que lorsque le contrat a été accompli, en fait on rassemblait les deux parties de cette amulette, et le contrat était donc rempli. Et l'inverse de symbolème, c'est diabole, donc qu'a donné notre diable, qui veut dire séparer. Donc on a le symbole qui rassemble les choses entre elles, et on va avoir le diable qui les sépare. Et au final, quand on y repense, alors, il y a cet arcane du diable dans le tarot, et la représentation de cet arcane, alors, chez Wirth, par exemple, Oswald Wirth, nous allons avoir donc dans ce tarot les deux axiomes alchimiques, solver et coagula, dissoudre et coaguler, qui sont deux éléments importants et qui sont les deux opérations essentielles de l'alchimie, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient au fourneau, qu'elles soient métalliques. Parce qu'il va y avoir cette notion dans le fait de dissoudre et de coaguler. Donc cette coagulation, ce rassemblement et cette dissolution, ce sont deux opérations qui vont être importantes et qui vont être constantes, et qu'on retrouve un petit peu partout dans le tarot. Alors, déjà historiquement, dans la dynamique et dans la notion du tarot, je bois un petit peu parce que je vais parler beaucoup, dans cette symbolique du tarot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments qui sont très importants, et dont un qui est un élément majeur du tarot, c'est la notion archétypale du tarot. C'est-à-dire que, historiquement, on entend énormément de choses sur le tarot. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai farfouillé un petit peu, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le tarot. On entend que le tarot vient d'Égypte, on entend que le tarot et la table d'émeraude sont reliés entre eux, que le tarot est un livre de magie,
qu'il est la représentation symbolique des opérations alchimiques, qu'il est l'alphabet hébraïque, donc l'alphabet des lettres de feu mystiques, etc., qui est représenté par des figures, etc., etc. Eh bien, quand on cherche dans les origines du tarot, quand on cherche vraiment dans le fondement du tarot, le tarot, c'est un jeu de cartes. Voilà. Donc, on parle effectivement de la structure d'apprentissage, tout ça. Alors, oui, il va y avoir certaines structures d'apprentissage, mais qui ne sont pas liées au tarot moderne tel qu'on le connaît. On va avoir, par exemple, alors, je vous l'ai pris parce que c'est un de mes petits trésors, on va avoir, par exemple, la suite d'estampes de Mantegna, qui a donné le tarot de Mantegna, qui est une suite de 50 gravures. Je vous en montre quelques-unes ici. Qui est une suite de 50 gravures, qui va représenter... alors, je ne sais pas si on les a ici. Il me semble que, quelque part, je les ai ici. Qui va représenter, en fait, la dynamique de l'ascension spirituelle de l'homme. Ah, bon, je croyais les avoir en un seul bloc. Qui va représenter l'ascension spirituelle de l'homme, donc de sa nature profonde imparfaite, jusqu'à l'établissement et l'aboutissement à sa nature divine. Sauf que c'est une suite d'estampes, donc c'est une suite de gravures qui a été gravée sur le tare, parce qu'au départ, c'est plutôt un écrit, c'est plutôt un texte qui a été enluminé par Mantegna, un artiste de la Renaissance italienne. Et on a cette dimension de l'évolution spirituelle de l'homme, de sa nature inférieure, qui va commencer en fait par le mendiant. Et le mendiant qui donne notre mat. En fait, notre mat va être ce mendiant qui, petit à petit, par son évolution, etc., va arriver au tétramorphe, donc va arriver à une estampe finale qu'on appelle la causa prima, donc la cause première, et qui va donner notre monde. Alors dans mon tarot, dans l'arcanum, c'est ce que vous retrouvez ici, derrière cette figure-là. Voilà, je vous la montre ici, tac, je ne sais pas si on la voit bien, hop. Voilà. Donc on a ce tétramorphe, on a le bœuf, l'ange, l'aigle et le lion. Donc on a cette symbolique, qui est la symbolique de la cause première. C'est-à-dire de l'éclosion de la nature inférieure de l'homme à sa nature divine. Donc en fait, il va retrouver, entre guillemets, ses ailes. Donc on a cette dynamique-là et cette évolution, qu'on retrouve en fait dans nos 22 arcanes majeures du tarot. Alors la grande question, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, etc., à les écrire, et puis j'essaierai d'y répondre. Alors après, ce que je dis et la façon dont je le dis n'engage que moi. C'est-à-dire que ce que je partage, que ce soit dans les lives, les formations, alors les lives, je vais essayer d'en faire régulièrement autour du tarot. Ce soir, on va parler du battleur, par exemple, et on va parler de la philosophie du battleur. Parce que le tarot, il y a les arcanes et il y a la tarologie. Ce sont deux choses que l'on peut séparer. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'une, mais que l'on peut séparer. Il va y avoir la nature philosophique, mystique et ésotérique du tarot, c'est-à-dire la porte que l'on va traverser en tant qu'être et qui va nous imprégner, de sa philosophie, de la nature mystique de cet arcane, de par son symbolisme, de par sa résonance par rapport à la vie, par rapport à tout ça. Et il va y avoir la lecture, c'est-à-dire la tarologie, c'est-à-dire la lecture du tarot. Et la lecture du tarot, on va faire danser les symboles ensemble pour pouvoir faire des prédictions ou pour pouvoir tout simplement ouvrir ce que j'appelle le champ des possibles. Parce que le tarot, la différence, et on va commencer peut-être par là, la différence entre ce qu'on va pouvoir appeler un tarot, alors un tarot qui est constitué de 22 arcanes majeures, et des arcanes mineures aussi, va être différent de ce qu'on va appeler un oracle. Un oracle, tout simplement, il va y avoir une signification par carte. Le tarot, il est plurisémique par définition, c'est-à-dire que chaque arcane a plusieurs sens.
Et ce sens-là, et c'est ça qui est difficile en fait, quand on rentre vraiment dans la dynamique du tarot, on se rend compte que, et souvent c'est ce qui rebute, parce que on va ouvrir le tarot et on va se dire oh là là, mais ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire ça, et puis sur le plan psychologique, et puis sur le plan mystique, et puis sur le plan karmique, et puis oui, fondamentalement, le tarot, il a un nombre quasi infini de lectures, et mieux encore, un arcane peut avoir un sens et son contraire. Alors souvent, on va avoir cette dynamique de dire ouais, alors si elle tombe à l'endroit, c'est la dimension positive de l'arcane, si elle tombe à l'envers, ça va être la dimension négative. On peut faire ça. Moi, quand mes arcanes, j'ai une façon de lire le tarot qui est bien à moi, c'est-à-dire que j'étale tous mes arcanes majeurs et je le lis comme un livre, comme une bande dessinée. Et souvent, on m'interroge, on dit mais vous étalez tous les arcanes? Je dis oui, parce que en fait, on a une visibilité. Et c'est ce que je propose, en fait, et ce que je partage dans l'Arcanum, c'est-à-dire cette lecture-là. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on a une lecture globale du tarot, on est capable de lire de façon spécifique. Si vous êtes capable de lire les 22 arcanes ensemble, et pouvoir trouver, en fait, le moyen de rassembler les informations entre elles, vous pourrez lire un arcane, 2 arcanes, 3 arcanes, vous pourrez les faire résonner entre elles beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on va voir en fait aussi avec les questions. Souvent on me dit ouais mais alors quand je pose une question, je vois plein de groupes, de forums où on pose des questions et on dit ouais mais alors ouais mais ça peut vouloir dire ça, puis ça peut vouloir dire ça, etc. Avec l'apprentissage du tarot, on va se rendre compte que ça va dépendre du positionnement en fait, qu'on va donner à l'arcane. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des positions. Et c'est un petit peu ça le secret de la lecture du tarot, c'est la structure invisible du tarot. C'est pour ça que j'ai créé ce tapis. Alors, je vais essayer de vous le montrer, ça ne va pas être évident. Voilà. Ça, c'est le tapis. Tweet. Hop, coucou. Donc, j'arriverai jamais à faire un live sans faire l'idiot. En fait, sur ce tapis, on va pouvoir travailler. C'est ce que j'appelle le tapis d'éveil, en fait. Où on va pouvoir justement venir poser nos arcanes dessus. Je vais faire un petit peu des vidéos de démonstration au fur et à mesure. Ce sera dispo sur YouTube, ce sera dispo sur ma chaîne YouTube, sur laquelle je vais remettre aussi tous les lives. Donc, on a cette structure invisible du tarot. Et en fait, ça va être la façon dont vont être placés les arcanes dans cette structure invisible. Et le fait de placer tous les arcanes, on va pouvoir imaginer nos arcanes comme des portes. Et en fait, lorsqu'on va poser nos cartes par-dessus, donc nos arcanes, elles vont venir traverser les portes. Et donc, du coup, on a accès à une lecture à plusieurs niveaux en même temps. Et ce n'est plus une lecture de cartomancie, c'est plus quelque chose qui est lié forcément au quotidien, ça rentre vraiment dans la nature globale de l'être, et on va aller chercher en profondeur, que ce soit sur le plan philosophique, mais que ce soit sur le plan aussi pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des éléments comme, je sais pas moi, un investissement immobilier, une séparation, une remise, des projets professionnels, etc. On va pouvoir avoir ce plan-là, et on va pouvoir avoir aussi d'autres plans de lecture qui vont permettre de, toujours pareil, ce symbolisme, de rassembler les choses entre elles. Pourquoi? Parce que sur un plan, je parlais de l'aspect mystique, ésotérique et kabbalistique du tarot. Si on ne comprend pas la nature profonde du symbole, c'est-à-dire à quoi sert le symbole, on ne peut pas, pour moi, travailler avec le symbolisme et avec le symbolisme du tarot, parce qu'on va rester bloqué là. C'est-à-dire qu'on va rester bloqué avec des pensées. C'est un petit peu le problème de ce qu'on appelle la manifestation, etc. La manifestation, ce n'est pas une idée, c'est un processus. Eh bien, le symbole, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un processus qui va relier le visible et l'invisible, qui va relier l'image avec la structure philosophique, ésotérique et profonde qu'il y a derrière. Donc ce symbole, il va avoir un double sens. C'est-à-dire qu'il va permettre du visible de passer à l'invisible et à l'invisible de devenir visible. Comme je dis toujours, depuis que je suis tout petit, j'entends la musique des gens, etc. Et le tarot m'aide à traduire cette musique-là.
Pour moi, on est tous et toutes intuitifs, c'est un petit peu comme un instinct. Pour moi, c'est un instinct fondamental. La clairvoyance, qu'on appelle la clairvoyance, alors la médiumnité, je mets ça un petit peu à part. Parce que la médiumnité, c'est une appréhension directe du visible pour l'invisible. Pour moi, dans la clairvoyance, et utiliser le tarot, c'est un certain confort. C'est-à-dire qu'on va se servir d'un filtre pour pouvoir accéder à cette structure invisible. On ne va pas être confronté directement, c'est-à-dire que, et quand bien même, si on regarde sur un plan plus global, la médiumnité, où on va rentrer en contact avec les défunts, avec tout ça, au final, ils vont nous donner des informations. Alors, indépendamment de la notion des informations liées à la relation, la nature de la relation entre le défunt et le consultant, ou entre le défunt et la personne qui reçoit l'information. Ça, c'est encore autre chose. Mais lorsque on va avoir des guides, des défunts qui vont nous dire ce qui va se passer, etc., etc., au final, ils vont avoir exactement le même rôle que ce que va avoir notre tarot. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette espèce d'effet tampon entre le monde invisible et le monde visible. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas de mieux ou moins bien. De toute façon, dans la spiritualité, dans la philosophie initiatique, comme on l'appelle, il n'y a pas de plus, de moins. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est supérieur à personne parce qu'il a telle ou telle capacité ou telle sensibilité. Pour moi, on a tous et toutes notre sensibilité, comme disait Einstein. Je crois que tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il passera sa vie à penser qu'il est stupide. Donc, dans l'ésotérisme, on part d'un principe qui est un principe fondamental, qui est celui du non-jugement, et qui est celui de « on est tous capables ». Maintenant, c'est comme la musique. C'est-à-dire que quand on me dit « est-ce que tout le monde peut faire » ou du magnétisme ou de la tarologie, parce que je fais les deux, on me dit « oui, mais est-ce que c'est un don, c'est un truc ?» Oui, alors, il y a des personnes qui vont naître avec ce qu'on appelle l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'ils vont, en écoutant la musique, être sensibles à ce qui va être une bonne note, une fausse note, etc. et qui vont avoir une capacité innée à la musique. Il y a des personnes qui vont vibrer la musique sans avoir jamais touché à un instrument de leur vie, sans même savoir comment la musique fonctionne. Il y a d'autres personnes qui ont a priori aucun talent, mais qui vont avoir la passion. Donc qui vont travailler. Mais travailler avec passion, qui vont s'intéresser à leurs possibilités et relier leurs possibilités profondes à quelque chose qui leur plaît et à un outil. Et pour moi, c'est ça. Et on peut être le plus talentueux ou la plus talentueuse du monde, et ça souvent on le voit, si on reste sur ces acquis-là, on n'aura pas accès à la totalité de notre potentialité. On va rester, et c'est ce qui arrive à pas mal de monde. Des fois, on reste sur cette notion du don divin, etc. Moi, je ne crois pas à la notion de don. C'est-à-dire que dans la dynamique, oui, il y a des personnes qui sont extrêmement talentueuses. Mais la notion de don voudrait dire que la nature est injuste. C'est-à-dire qu'elle donne des choses à certaines personnes et pas à d'autres. Non, moi je pense qu'on a tous et toutes un talent, une capacité, une sensibilité, et que quand on parle de la mission de vie, en fait ça va être simplement de découvrir ce qui nous plaît, ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer. Pour moi, le tarot est un outil qui est extraordinaire pour ça, parce que c'est un outil qui nous révèle. De toute façon, si on prend les 22 arcanes du tarot, c'est le cheminement de l'âme dans la matière. C'est-à-dire on a le mat qui n'est pas numéroté, et qui va venir, donc qui peut se placer à peu près n'importe où, et qui va venir cheminer dans la matière. Il va représenter cette âme qui vient s'incarner, elle s'incarne par le 1, notre battleur, le 1 qui est en chiffre romain, le pilier qui relie le ciel et la terre. Donc il va y avoir cette incarnation, et il va s'incarner par la mer. Le 2, la papesse. Notre papesse, qui est... Alors je montrerai bien mon tarot, mais il est tout pété, et on ne voit plus rien dessus. Le 2, la papesse. Alors ça, je l'explique un petit peu dans les vidéos, le chemin du tarot, le cheminement du tarot. Donc il y a cette énergie matricielle. Et donc ce symbolisme-là, l'âme qui s'incarne, le ventre, la mère, la gestation, etc., et aussi l'esprit inconscient. Puisque quand l'âme s'incarne, elle va être reliée à la mère, et donc du coup elle ne va faire qu'un.
Donc il y a cet esprit inconscient. Puis va venir la nature de l'esprit conscient par le 3. Et donc, l'esprit conscient, je dirais l'intelligence pratique, qui va se manifester. Une fois que cette âme a son esprit inconscient et son esprit conscient, eh bien, elle va pouvoir faire l'expérience de la matière. Parce qu'elle va pouvoir vivre et faire l'expérience de la matière, le 4. En fait, c'est notre empereur. Eh bien, cette matière-là, puisque le 4, c'est vraiment la symbolique du carré, le cube, etc., dans la philosophie initiatique, qui est le symbole de la matière. Donc elle va pouvoir expérimenter la nature matérielle du monde, et une fois qu'elle fait l'expérience de cette nature, qu'est-ce qu'elle va avoir envie de faire? Elle va avoir envie de la partager. Donc elle va rentrer dans la dynamique de communication, puisque maintenant elle a son intelligence de fait, elle fait l'expérience de la matière, elle partage. Le 5, c'est notre pape. Le pape, c'est l'intégration, donc par les 5 sens, etc., l'intégration de la nature de la communication au monde. Donc une fois que je suis un être qui fait l'expérience de la matière, qui veut communiquer, etc., je peux communiquer, donc je vais faire des choix. C'est le 6, l'amoureux, le libre arbitre. Donc je vais pouvoir prendre des décisions. Je vais avoir vraiment cette potentialité de faire des choix. Une fois que je fais des choix, eh bien, je décide. Donc le je, le moi, naît. Le 7, le chariot, c'est notre ego. C'est le moi qui naît. Donc, je vais faire cette expérience de l'ego. L'être égotique est né. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se confronter aux règles du monde, à ses limites. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce chariot, donc cet être égotique, qui va se dire « Ok, mais en fait, j'existe dans le monde, donc je vais me confronter aux règles et aux limites de ce monde-là. » C'est le 8, la justice. Donc une fois que je me confronte aux règles et aux limites, je me dis « Ah, donc je ne suis pas dans la potentialité absolue. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une introspection. Je vais descendre en moi-même, je vais ralentir. Je vais commencer à intégrer la notion que peut-être je ne peux pas faire tout ce que je veux comme je veux, il me faut du temps pour les choses. C'est le 9, c'est l'ermite, c'est le chronos. C'est-à-dire que je prends conscience qu'il faut un temps pour les choses, qu'il y a des limitations, etc. Donc c'est cette introspection, cette rentrée en moi-même, ce qui va créer un changement. Je vais me rendre compte que j'existe au sein d'un monde qui a une nature plus vaste que mon petit moi. C'est le 10, la roue de fortune. Après, on peut rentrer dans les symboliques un peu plus mystiques, etc., avec le 10 qui est relié au iode, tout ça. Mais c'est cette conscience, en fait, qu'il existe un monde au-delà du moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à avoir besoin de maîtriser certains de mes instincts. C'est-à-dire que je vais prendre la maîtrise et le contrôle des choses. C'est le 11, c'est la force. C'est-à-dire que je vais commencer, j'ai conscientisé ces limites-là, et je vais avoir conscience qu'il faut que je maîtrise certains de mes instincts. Donc, je vais commencer à rentrer vraiment dans cette possibilité de me contrôler, de me contenir. Donc, du coup, de faire. Ce qui va m'amener à une immobilité, à une réflexion. C'est-à-dire que maintenant que je suis capable de faire, en fait, je vais comprendre qu'il faut réfléchir avant d'agir. Donc je vais rentrer dans une immobilité. Je vais commencer à changer mon point de vue sur le monde. C'est le 12, c'est notre pendu. Une fois que j'ai acquis cette immobilité, cette conscience, je vais finalement transmuter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mort à moi-même, à qui je pensais être avant d'être. C'est le 13, c'est notre arcane, son nom. Alors souvent on l'appelle la mort, etc., tout ça. C'est le squelette, là, avec la faucheuse qui fait peur. On dit « Ah, c'est la mort !» Non, pas que. C'est cette transmutation. La transmutation au sens alchimique. C'est-à-dire, transmuter, c'est transmutare. Ça veut dire faire passer sur un autre plan. Mutare, c'est bouger, c'est déplacer. Trans, au-delà. Donc en fait, je viens déplacer au-delà. Donc je viens me transmuter, au final. Donc il y a une mort à moi-même. Et là, en fait, vient la notion d'équilibrage. Je rentre un petit peu, donc c'est la tempérance. Je rentre dans cette... vous savez, c'est... Je mets un peu d'eau dans mon vin. Souvent on dit ça, de la tempérance. Hop, elle met un peu d'eau dans son vin. Qui fait ça? C'est en fait ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une mort à soi-même, il va y avoir cette notion de... je rentre dans un autre espace. On rentre... alors, on sort du deuxième septénaire du tarot. Hein, et, le tarot, c'est 3 x 7 plus 1.
Donc on sort de ce septénaire, et c'est l'éveil à la conscience. C'est-à-dire que je suis mort à moi-même en tant qu'être limité, et je rentre dans cette potentialité illimitée. C'est-à-dire que là, je commence à rentrer en connexion et en contact avec les mondes supérieurs. Ce qui va m'amener à mon diabole, le 15, ce fameux diable. On dit, oh là là, c'est les ennuis, oh, c'est les jalousies. Oui, mais c'est aussi la dimension magique. C'est-à-dire que dans ce diable, on a le fameux solve coagula, c'est-à-dire qu'on devient conscient de nos limitations, on devient conscient en fait de notre nature inférieure, parce que, mais c'est pas un jugement, c'est pas on se dit, oh là là, je me flagelle. Non, bien au contraire. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience de la nature inférieure de l'homme, et justement d'une ouverture. Donc, je prends conscience de cette nature, de ce qui me sépare, diabole, séparé, ce qui me sépare de ma nature divine. Donc, c'est une révélation, la maison de Dieu. C'est-à-dire que c'est une fracture en moi-même, c'est une fracture au monde d'en bas, pour pouvoir m'ouvrir au monde d'en haut. Et bien, ces mondes d'en haut, une fois que j'y suis connecté, je vais me reconnecter à la nature matricielle, c'est-à-dire l'étoile, monde 17, et je vais pouvoir comprendre et observer, être guidé. C'est-à-dire que là, j'ai mon premier accès à la conscience. Et donc c'est cet arcane 17, l'étoile. Quand j'ai cet accès à ma conscience, eh bien en fait, à partir du moment où je suis guidé, je peux naviguer dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un repère qui me quitte plus désormais, puisque j'ai ma conscience. Donc je vais pouvoir aller naviguer dans les profondeurs de moi, les profondeurs de l'être. Et donc, c'est ce 18, hein, c'est notre lune. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer justement de l'autre côté, je vais pouvoir naviguer un petit peu dans les profondeurs, je vais pouvoir aussi aller chercher des choses dans le karmique, on va même rentrer dans la notion de conscience profonde, etc., etc. Pour aller y chercher l'illumination, pour aller y chercher la véritable lumière. C'est-à-dire la lumière de la source, le 19, le soleil. C'est ce rayonnement, c'est-à-dire que c'est l'accès et c'est la sortie de la dualité. Il y a cette sortie de la dualité qui m'amène, donc le 19, le soleil, qui m'amène au jugement, le 20, qui est un petit peu l'appel de la trompette. Donc alors des fois il y a une échelle, des fois il n'y a pas d'échelle, etc. C'est cet ange qui vient sonner le réveil des morts. C'est-à-dire que c'est la résurrection. C'est la résurrection de l'âme, c'est l'éveil, c'est le réveil de l'âme. C'est-à-dire que c'est la nature spirituelle de l'homme qui s'éveille et qui se révèle, pour aller vers la réalisation de la pierre philosophale, notre tétramorphe, notre monde, l'arcane 21. Donc, on est dans ce cheminement du tarot, on est dans ce cheminement au final de la conscience. Donc ce chemin-là, c'est la structure invisible du tarot. Donc, c'est un petit peu le plan d'incarnation parfait. Voilà. C'est ce qui est symbolisé sur ce fameux tapis, avec l'arcanum. C'est pour ça qu'il y a ce tapis, parce que les portes, en fait, j'ai fait un jeu où on a des portes, qui vont représenter en fait la structure invisible du tarot, c'est-à-dire qu'est-ce qui sous-tend l'arcane. Et j'ai mon petit jeu ici, on ne voit pas bien, avec mes arcanes et mes petites indications. Alors, on va parler du battleur après. Donc je me suis basé sur ce tarot-là. Ce tarot-là qui est un des derniers tarots qui a été imprimé par un maître quartier de Marseille, qui est le tarot de Suzanne Bernardin. Donc c'est un tarot qui est entre guillemets original, alors qui reprend un petit peu, qui change un petit peu les couleurs, les codes, etc. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des couleurs. Je pars du principe qu'il y a tellement de tarots différents et que souvent, les couleurs qui étaient frappées sur les tarots dépendaient, du quartier et dépendaient aussi, à l'époque, parce que là, on parle du XVe siècle, entre le 15 et 19e. Bon, plus on s'approche, plus effectivement les coloris étaient disponibles, tout ça. Maintenant, on n'a plus de problème avec ça. Alors souvent, on parle du tarot de Jodo, qui est une référence. Alors lui est allé chercher encore plus loin,
à chercher les couleurs, etc. Originelles. Donc c'est vrai que si c'est quelque chose qui vous attire, moi je suis vraiment sur le plan ésotérique, symbolique. Moi mon kiff c'est le noir et blanc, c'est les gravures, etc. Ça c'est vraiment mon kiff. Et moi je suis vraiment sur la symbolique, mais sur une symbolique assez philosophique, plus que sur le souci du détail. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis pas je suis pointilleux sur la notion philosophique, c'est-à-dire sur le symbole en lui-même, sur ce qui va amener, sur ce qui va rassembler. Moins sur l'origine exacte. Parce que dans l'histoire du tarot, par exemple, on va avoir Wirth, dans le tarot d'Oswald Wirth, il va y avoir tout un ensemble de détails, de couleurs, etc., qui sont très liés aux enseignements initiatiques proches de la franc-maçonnerie. On va avoir énormément de symboliques qui s'y rapprochent. Alors, ce sont des symboliques qui se rapprochent de la franc-maçonnerie simplement par leur connexion avec l'hermétisme. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements maçonniques qui sont à la base des enseignements hermétiques. Et on a l'ouverture de tous ces enseignements hermétiques suite à, enfin, de par l'Académie de Marcille Ficin, etc., qui serait aussi aux origines du tarot. Donc, on a ces suites d'estampes, on a le symbolisme initiatique né vraiment à la Renaissance avec l'Académie de Marcille Ficin. Mais alors, historiquement, c'est très intéressant parce que on est dans les premières traductions en latin des textes hermétiques, etc. Et c'est la fameuse tabula hermetica, la table d'émeraude, donc qui pourrait être aussi une des représentations du tarot. Alors on n'a pas vraiment de connexion, si ce n'est sur le plan archétypal, puisque on a cet hermétisme. Donc oui, je dévie. Je parlais des différents tarots et des couleurs. Donc on va avoir des couleurs, on va avoir des symboliques particulières qui vont varier. On va avoir par exemple le tarot des Bohémiens de Papus qui va être pour le coup très orienté, plutôt magie, plutôt voilà. On va avoir des tarots vraiment très hermétiques. Après, on va avoir des tarots qui vont être... aujourd'hui, il y a, de toute façon, des tarots, il en sort 80 par semaine. Donc, c'est... et puis en plus, maintenant, avec l'IA, avec tout ça, on est quasi sur une infinie possibilité. Mais, quand bien même, ce qui est important, c'est pas les cartes. Alors moi, j'aimais bien cette pub d'une plateforme de poker en ligne qui disait l'important, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Au final, on s'y retrouve. Ça marche pour le poker et pour le tarot, hein, fondamentalement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... moi, j'ai aussi créé... Alors ça c'est mes prototypes à moi. Hein, mais j'ai aussi créé des petits jetons comme ça, qui sont des représentations vraiment purement symboliques des différentes arcanes du tarot. Ça, je travaille avec avec un... Bon, c'est pas grave, je vais pas... pour faire mes bilans karmiques, mes trucs, enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, en fait, c'est la façon dont vous accueillez le symbole. Et le symbole, par exemple, si on prend le battleur, alors le battleur, on a toujours cette même démarche symbolique, cette fameuse table à 3 pieds, qui n'en a pas 3, qui en a 4. Alors symboliquement, on peut partir sur plein de choses, ne serait-ce que la symbolique de la table. C'est-à-dire la table... Alors là, on va partir dans une dynamique un peu plus philosophique, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la dimension purement tarologique, parce que pour moi, la tarologie, c'est la capacité à lire le tarot, c'est-à-dire à lire la totalité du tarot. Il y a des personnes qui vont être des excellents symbolistes, on va dire ça comme ça, et c'est un petit peu la difficulté. Quand on apprend le tarot, il y a des tas de bouquins qui existent, qui sont tous très bien, parce que pour moi, il n'y a rien de faux. Dans tout ce qu'on apprend, il n'y a rien de faux. C'est du maté, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Parce qu'on me la pose souvent. C'est Yaba Maté. Voilà. Donc, on a souvent ce truc de dire... chaque fois, je me perds, putain.
Voilà. À chaque fois, on a ce truc au niveau du symbolisme. Et quand on ouvre tous les bouquins, on se dit, ouais, mais alors attends, parce qu'il y a tel truc, tel détail. Ah ouais, mais là, il a tant de cheveux sur la tête. Et ouais, mais là, il est blond. Ah ouais, mais là, il est brun. Ouais, mais en fait, la baguette, là, elle a des bouts, là, elle n'en a pas. Bon. L'essentiel, en fait, c'est de comprendre et de faire le lien entre ce qu'on appelle le champ vibratoire, c'est-à-dire la dynamique vibratoire de l'arcane, c'est-à-dire comment elle vibre, et ce qu'elle va générer de par sa lecture. Alors, le symbolisme, il y a 3 façons de lire un symbole, puisque nécessairement, et ça on va le voir avec le Butler, parce que c'est un petit peu ce que le Butler dit, en philosophie initiatique, on dit que la nature initiatique, donc l'initiation, et la conscience, est une par son essence et triple par sa manifestation. Le symbole va se manifester et il y a 3 niveaux de lecture d'un symbole. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans un premier temps, le plan matériel du symbole, c'est-à-dire la base du symbole. Le symbole de notre table, qui représente ni plus ni moins une table. C'est-à-dire que notre Butler, là, il est sur une table, point. Ok. Il va y avoir ensuite un deuxième niveau de lecture du symbole, donc le deuxième niveau de lecture symbolique, qui va être le symbole dans l'inconscient collectif. Et là, on va rentrer un petit peu dans la dynamique intéressante, puisqu'il va y avoir une recherche. Et c'est là où souvent on se limite. Parce qu'on lit des bouquins sur le tarot, et on se dit, ah ouais, putain, ouais, la table et tout, machin. 6 fois sur 10, on va vous parler de la table d'émeraude. On va dire, ouais, la table, représentation de la table d'émeraude, etc., tout ça. Oui, après, dans l'inconscient collectif, la table, si vous prenez la Seine, etc., tout ça, hein, une des peintures les plus connues, c'est ce qui rassemble, en fait. C'est le côté de la convivialité, etc., autour de la table. On a la table ronde, si on regarde dans la notion d'inconscient collectif, en fait, rien que la table, c'est simplement un espace qui rassemble, mais aussi qui sépare. C'est-à-dire que si vous prenez 2 personnes, vous mettez une table entre ces 2 personnes, eh bien ça les sépare. Donc, on est sur le plan même de la nature du symbole. Ouais, je sais. C'est un peu capillotracté, c'est pour ça qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc il y a cette nature-là. Mais ça, on ne va pouvoir l'apprendre qu'en faisant des recherches et en allant justement dans la nature profonde de la symbolique et dans ce qu'on va appeler l'ésotérisme. Ésotérisme, éso, qui est caché. C'est-à-dire on va aller dans la recherche et dans la quête des choses cachées. Et ça, on le retrouve beaucoup en alchimie. Par contre, souvent, on oublie, alors ça, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, la notion du rasoir d'Occam. C'est, en l'absence d'une solution avérée comme meilleure, toujours choisir la plus simple. C'était un bénédictin, en fait. C'est ne pas multiplier les concepts plus que nécessaire. Dans le sens où, quand on voit un symbole, on va pouvoir, déjà dans un premier temps, ouvrir le symbole sur un mot. Alors, le mot qui vient de mutus, qui veut dire muet. Donc, c'est la nature même. Il y a le mutus liber, le fameux mutus liber, dont on parle beaucoup en alchimie, qui est uniquement un livre de symboles. Donc on peut en dire, ouais, mais la table, les rectangles, les machins, les pieds. On part sur la table. Point. Donc on a ce deuxième niveau de lecture symbolique qui est dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire dans, justement, ce qui a été dit, cherché et pris avant nous. Et ça, vous prenez n'importe quel dictionnaire des symboles, vous prenez... ça fonctionne, ça match. Et il y a le troisième niveau de lecture qui est le plus important, qui est le niveau personnel. C'est-à-dire, une fois qu'on a vraiment tout intégré, c'est-à-dire qu'on voit les choses comme elles sont, on voit les choses comme elles ne sont pas représentées, mais ce qu'elles représentent, voilà, eh bien, qu'est-ce que ça évoque en nous? Ça, c'est un truc dans la formation que je propose, il y a tout un chapitre là-dessus pour créer en fait sa propre grille de lecture. Parce que le but, c'est pas de faire une formation et de dire « Ah non, le tel arcane, ça veut dire ça. » Pardon, je fais avec cette voix-là. C'est un peu condescendant, je suis désolé. Mais c'est, voilà, tel arcane, ça veut dire ça. Parce que sinon, je vais vous livrer mon tarot à moi, ça vous servira à rien.
Moi, ce que je veux, et en fait, ce que je partage, mais comme dans le magnétisme, comme dans le tarot, comme dans n'importe quel des ateliers que je peux faire, euh, c'est de dire qu'est-ce que ça représente pour vous? Et de ça, en fait, qu'est-ce que j'en fais? C'est bien beau de faire, parce que souvent, on fait plein de formations, plein de trucs, mais au final, on sort de ça avec plein d'informations et le savoir. Mais pour reciter Einstein, la connaissance ne s'acquiert que par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. Donc, si on ne fait pas l'expérience de quelque chose, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai créé l'Arcanum, pour pouvoir expérimenter par la pratique, sans avoir à se cogner tous les arcanes. Je vais recommencer. Non, vraiment de dire je pratique, je m'amuse, hein, je j'use mon âme. Voilà. Donc dans le sens, j'utilise mes capacités profondes. Et je commence à lire, je commence à découvrir. C'est couvert, je découvre. Donc, on avance tranquillement. Donc ces 3 plans de lecture symbolique, en fait, ils vont nous permettre de créer une cartographie. Et avec ça, au final, on peut décoder à notre niveau, parce que n'importe quel symbole, même en magie, ne pourra être utilisé qu'à la mesure de notre conscience, et pas de nos croyances. Et ça, la spiritualité moderne, c'est encore un peu compliqué. On pense souvent, ça c'est mon côté un peu vieil ésotériste réac, ouais, la spiritualité moderne, c'était mieux avant, tout ça, tout ça. Mais parce que dans l'initiation, avant, il y avait toute une quête justement de l'apprentissage de la conscience. C'est-à-dire la première chose qu'on apprenait, c'était à écouter. Dans tous les cercles initiatiques, notamment l'école des mystères, pour les plus connus, le premier apprentissage, c'était celui du silence. Et comme dit Krishnamurti, il existe un art d'écouter. Et c'est l'art de recevoir les choses sans les juger. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Parce que lorsque on est dans une conversation, en fait, on écoute pour répondre. On n'écoute pas pour apprendre. Et c'est quelque chose qui s'est complètement perdu dans notre spiritualité moderne, où en fait on fait des machines à croyances en disant ah ouais, putain, ça, ouais, c'est la dernière technique à la mode, ah ouais, c'est le dernier truc à la mode, ah ouais, mais là ça vient de là parce que c'est un peu plus bien, donc c'est un peu plus pur, donc c'est un peu plus pro. Non, 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 parce qu'en fait on ne va jamais acquérir quelque chose, l'intégrer au-delà de notre niveau de conscience. Donc si on travaille notre conscience, eh bien on pourra lire n'importe quel texte, n'importe quel axiome et faire n'importe quelle pratique, elle sera élevée de par la nature de notre conscience. Pour élever notre conscience, la première règle, c'est la curiosité, c'est l'ouverture en fait, c'est l'ouverture du cœur. Donc on revient sur notre battleur, parce que là je parle. Mais on a, et c'est exactement ce que nous dit notre battleur, 1 par son essence, triple par sa manifestation. On a cette fameuse table à 3 pieds. Bon, on a cette table à 3 pieds, on se dit ah ouais mais il y a un pied qu'on ne voit pas, tout ça, etc. Non, il y a peut-être 4 pieds. C'est simplement que le 4e, ben en fait, fondamentalement, c'est le sien. Donc ça veut dire que c'est lui qui tient la table. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ben, comme je vous disais, 1 par son essence, triple par sa manifestation. Alors le battleur, si on regarde, comme je vous disais, le premier niveau de lecture symbolique, ici, on a un escamoteur. C'est-à-dire, on a un forain, on a... alors, on peut lire un tricheur, etc., tout ça. Un arnaqueur. Ça, on peut le lire dans les... Voilà. Mais on a aussi une table de jeu. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire la table de jeu JEU, la table du jeu, hein, voilà. Mais on a une table de jeu. Alors là, après, on y retrouve un petit peu, effectivement, la coupe, le denier et l'épée. On y retrouve toutes les symboliques de nos arcades mineurs. On y retrouve aussi la baguette des mages. Souvent, on parle de son chapeau. Après, je vais vous expliquer. On parle de son chapeau, le fameux symbole de l'infini, le lemniscate, qui, pour info, a été créé XVIIe siècle. Le tarot, on parle du XVe siècle. Donc, peut-être on n'a pas fait exprès. Mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que le tarot, c'est un outil archétypal. C'est-à-dire que c'est un outil qui s'est construit à mesure de l'étude, à mesure de la quête philosophique, spirituelle. Si on regarde, la position du battleur évoque le Aleph, la lettre hébraïque Aleph. Donc on est dans cette conscience-là, on est dans celui qui naît.
l'inné. Voilà. Et on a cette symbolique on peut dire, du magicien, etc., etc. Et ça va plus loin que ça. Le battleur, donc effectivement, on dit, il a tout sur sa table, machin. Bon. Il a tous les éléments sur sa table, mais le jeu, en fait, représente le symbolisme en lui-même. C'est-à-dire que lorsque l'on joue, alors le jeu JE, lorsque l'on joue, c'est une représentation d'un plan imaginaire. C'est-à-dire que quand on y pense, lorsque l'on joue, il y a des règles, ce sont des règles que l'on crée. Okay, donc, on crée un monde duquel on va se rendre maître, dont les règles que l'on a nous-mêmes créées, ou ces règles que l'on suit, peuvent être notre propre piège, peuvent nous faire gagner à ce jeu ou nous faire perdre à ce jeu. Au final, c'est une métaphore de la vie. Donc on est dans cette dynamique où on annonce la couleur en disant, voilà, t'es dans un cycle, tu rentres dans un cycle dans lequel il y a des règles que tu vas devoir suivre, mais des règles qui peuvent te faire gagner ou perdre à ce jeu. Donc philosophiquement, c'est intéressant. Et l'autre pouvoir du jeu, c'est donner du sens. Et ça, c'est le seul pouvoir de l'homme face à la nature. Pourquoi ? Parce que des fois, on dit, on a cette phrase, ouais, tout est juste. Non, je ne suis personnellement pas d'accord avec ça. Tout n'est pas juste. Tout fait sens, mais tout n'est pas juste. Et c'est le pouvoir de l'homme. C'est donner du sens aux choses. À partir du moment, et c'est, à mon sens, le symbolisme de ce battleur. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles règles, ça ne va pas être facile tout le temps, mais tu peux donner du sens aux choses. Tu peux choisir tes outils, et par contre, n'oublie pas qu'il y a cette... Alors souvent, on parle de cette baguette comme l'élément de distraction, parce que c'est le prestidigitateur. Toujours dur à dire. C'est le prestidigitateur. Je me suis lancé une deuxième fois. C'est-à-dire que c'est celui qui va faire diversion. Après, on peut voir énormément de choses. On a ce principe du charlatan, etc., etc. Donc, Papus était là. Enfin, il y a plein d'auteurs qui vont lui donner une connotation assez négative, voilà. On a toujours cette figure de la jeunesse, on a toujours cette figure de l'enfant parce qu'il est jeune, il a boucle d'or et tout, il inspire confiance ou pas avec son petit sourire en coin. Et ça, on rentre dans notre troisième champ d'interprétation, dans notre champ d'interprétation personnelle. Des fois, on va avoir cette petite pousse ici, alors que certains voient comme le vagin, qui va projeter l'être dans la réalité, etc., etc. Il y a 1000 significations possibles. Et c'est souvent ça, en fait, qui nous perd dans le tarot. Quand on ouvre un bouquin de tarot, on se dit « voilà !» Ben oui. Mais l'idée, c'est de partir du plus large au plus spécifique. C'est-à-dire que c'est de partir de quelque chose qui est fondamentalement dans la philosophie, dans quelque chose de très général. Et souvent, on se fait avoir parce qu'on cherche du spécifique. Mais on ne peut pas apprendre le tarot avec un langage spécifique. On peut apprendre le tarot qu'avec un langage général. C'est pour ça que sur les arcanes, par exemple, je vais prendre mon petit arcane du battleur. Là, ici, par exemple, sur ma porte du battleur, hop, voilà. Sur ma porte du battleur, c'est ça. Ici, c'est ma porte, je vous la montre, je ne sais pas si on la verra bien, de la naissance. Et là, j'ai écrit ce qui commence, le chemin à parcourir, non, la nouveauté, perspective, c'est l'autre, l'initiation. Donc ça, c'est ma porte. C'est-à-dire que dans la structure fondamentale du tarot, quand ça va être placé là, je vais avoir quelque chose qui est en lien avec ce dont on parlait. Ici, la naissance. Les perspectives qui sont représentées effectivement sur la table, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'important, c'est pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. En fait, c'est les outils. Donc ce sont ces règles-là. Quelles perspectives je vais avoir? Quels outils, en fait, je vais pouvoir utiliser? Ce qui commence, parce que c'est la nouveauté, c'est le 1. C'est-à-dire que c'est l'âme qui rentre dans le champ des possibles de la réalité et du réel. Et on a cette dynamique d'initiation, puisque c'est l'apprenti sage. Donc, on est dans cette énergie-là.
Donc quand on va être sur la porte, et l'arcane va devoir, rappelez-vous, traverser la porte. Je cherche. Et donc là, j'ai mis mes petites indications ici, tuc, 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 voilà, là, avec la nouveauté, l'ouverture, le commencement, la communication, tout ça, initier, entreprendre, parce que voilà, débuter, l'ingénieux, le commercial, le charlatan, la création, la démonstration, l'initiative. Donc, ça, ce sont des petites indications, et ce sont des indications d'ordre général. Et ensuite, on apprend, tout au long de la formation, à aller vers des choses de plus en plus spécifiques. Parce qu'on a cette nature entreprenante, on a cette nature initiatique. Donc, et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir toutes nos portes étalées, même sur notre tapis, et on va venir poser l'arcane sur la porte. Et en fait, on va pouvoir faciliter comme ça notre lecture. C'est-à-dire qu'on va dire ça, ça va avec ça, ça va avec ça, ça et ça va avec ça. Et ça, en fait, on va avoir toujours une dynamique générale, dans laquelle, petit à petit, c'est un outil pour démarrer notre intuition. C'est un peu comme si on donnait des mots, comme si on donnait des images, pour pouvoir, en fait, simplement venir démarrer notre intuition. Et là, on a notre... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un gardien. Ça, on en parle. Parce que dans notre jeu, il peut y avoir un arcane qui est dans sa porte. Ça s'appelle un gardien. Imaginons que j'ai... Hop, mon huitième arcane. Ici, la justice, donc je vais faire ma petite interprétation, tout ça. Et là, en fait, je vais me dire, bon, ok, j'ai fait mon interprétation. Donc là, on a, par exemple, dans la justice, le cadre, la discipline, la vérité, les limites. Ok. Ce qui commence, le cadre. Ah, il y a un nouveau cadre qui s'installe. La naissance, l'initiation. L'initiation, on a cadré, jugé, signé, on a la notion de justice, de tout ça. Donc, il y a peut-être, en fait, la naissance d'une nouvelle règle. Peut-être des limites à dépasser. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'interprétation qu'on pourrait avoir. Et là, on a la nouveauté, les perspectives, des contrats, l'arbitrage uniforme, l'officialisation. Donc, il y a des perspectives de contrat. Il y a possiblement un projet, un truc. Bon, là, il n'y a personne en face. Mais donc, on a cette dynamique-là. La deuxième difficulté, c'est de se dire, bon, c'est bien, j'ai fait mon interprétation. Mais ce qui est difficile, en fait, dans le tarot, c'est d'associer les arcanes entre eux. Et ça, c'est un truc qui casse la tête. Parce qu'on se dit, ouais, alors attends, parce que 2, là, j'ai mon battler, j'ai mon... En fait, là, j'ai mon association, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais devoir continuer ma lecture, en fait, je vais juste traverser la porte. C'est-à-dire que l'arcane, une fois qu'elle a compris ce qu'elle devait faire, elle va traverser la porte, et je vais continuer ma lecture. Tanana, pour ceux qui ont compris, où est-ce que je vais continuer ma lecture? Je la cherche, c'est la dernière. À ma 8e porte. Donc, dans ma 8e porte, il va y avoir forcément une autre arcane. Hop. Et là, en fait, je vais continuer, donc j'ai mon tapis, et je vais continuer ma lecture. Et donc, du coup, ici, on avait ce qui commence, les contrats, la possibilité des nouveautés, des contrats, des perspectives de contrats, des choses comme ça. Ici, on va retrouver, donc, dans notre porte, ici, on va retrouver les règles et les limites. On va retrouver ici la loi, les principes, les signatures, la balance et le discernement. Donc, je vais avoir ma 10e porte ici, ma 10e arcane, pardon, ma 10e arcane dans ma 8e porte. Donc j'ai traversé ma porte, je suis arrivé ici, je vais continuer ma lecture. Et donc là, on a évolution et répétition sur ma petite carte là, le changement, la roue qui tourne, tout ça. Vous vous souvenez, on disait, 2 minutes, ouais, ce qui commence, il y a peut-être des nouvelles limites, mais on ne savait pas trop. Mais là, on a les règles et les limites, et on a l'évolution, et le changement et la roue qui tourne. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des limites qu'on va pouvoir franchir. Il y a des choses que l'on va dépasser. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau cadre qui s'installe, qui est au-delà du cadre qu'on a habituellement. Et on avait des perspectives de contrats, des choses comme ça. Et bien là, la loi, les principes, les signatures, revirements, les habitudes, le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir se matérialiser, qui vont venir se mettre en mouvement. La balance, le discernement. Le discernement, on a changé, évolué, répété. Donc, il va falloir faire un discernement pour ne pas reproduire des erreurs peut-être par rapport à des signatures passées, etc. et pour pouvoir vraiment s'affranchir de certaines limites. Donc, on est juste dans cette lecture-là, et là, au départ, c'est assez général, on va se dire, ouais, mais ok. Et une fois qu'on maîtrise ça, on va commencer à maîtriser le langage tarologique. On va aller au-delà du symbolisme, c'est-à-dire que là, j'ai évolution, répétition, machin. En fait, on va apprendre à créer nos propres mots, nos propres significations.
Et on va se dire, ouais, tiens, cette roue, et là on va commencer à aller dans le symbolisme. Ah ouais, cette roue, bah, il y a un petit singe, il y a un petit sphinx, il y a un truc, voilà, qu'est-ce que c'est? Il y a cette roue, il y a des rayons, tout ça, tout ça. Et une fois qu'on a compris, en fait, comment lire le tarot, après, tout ce qu'on va rajouter en termes d'éléments, on va pouvoir facilement le lire et le décoder. Et donc, du coup, ça va être des couches qu'on va mettre en plus. Et c'est comme ça, en fait, que pour moi, on apprend le tarot par la pratique. Alors, moi, j'ai créé un jeu, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais des formations, des trucs. Et j'ai toujours voulu créer un outil pour pouvoir aider, en fait, et accompagner dans la lecture du tarot. Parce que quand on a un arcane comme ça, ou même comme notre battleur, on dit ouais, mais c'est une figure jeune, alors ouais. Ou souvent on dit ouais, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, ça représente un jeune homme, tout ça, machin. Mais si on veut chercher en fait, et qu'on doit apprendre à créer des phrases, en fait il faut créer des machines à phrases. Donc en fait on va commencer naturellement déjà par l'interprétation, déjà avec des mots, des expressions. Ces mots ils ne sont pas choisis par hasard. Et c'est le fruit de 20 ans de pratique. Et en fait, c'est, comme je dis, tout ce qui manque là, sur mon tarot, les petits bouts qui manquent, bah en fait, ils sont allés là. Voilà, ils ont créé ça. Parce qu'à force de mélanger mes cartes, de les lire, de les relire, d'aller chercher plus loin. D'ailleurs, lundi prochain, je ferai peut-être un petit live depuis le dernier maître quartier d'Europe. Depuis le. Voilà. Donc, ce sera une petite surprise. En tout cas, je ferai story, je ferai un petit reel. Et je ne sais jamais si on dit reel ou reel. Bon. Mais je vais voir le dernier maître quartier d'Europe pour un projet Top Secret. Mais voilà. Donc, du coup, je ferai peut-être un petit live de là-bas. Mais c'était un petit peu pour vous expliquer voilà, cette nature du tarot et cette nature fondamentale. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, en termes de lecture, alors oui, bah sur le tapis, vous verrez. Parce qu'en fait, quand quand vous achetez la formation, alors c'est 250 balles. La formation, le tapis, le jeu et les 40 vidéos. Et je vais faire 2 lives par mois pour les questions, les échanges, parce que j'aime bien que les gens se rencontrent aussi, et ça va être trop cool. S'il y a des difficultés sur les tirages, les trucs, il va y avoir un forum, peut-être on peut faire un groupe WhatsApp, enfin, tout est possible. Moi, l'idée, c'est vraiment de susciter un intérêt pour le tarot, pour la tarologie. Et des fois, on se dit, ouais, mais le tarot, je connais, je tire, ouais, mais c'est difficile parce que quand on n'est pas à l'aise en fait avec la signification, le tarot, quand vous l'ouvrez, normalement, il vous parle. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, on l'ouvre, il n'y a même plus de lecture en fait. C'est vraiment un partage. Et je voulais partager vraiment cette façon-là de lire et d'intégrer le tarot. Donc sur le tarot, après, donc il y a ça, il y a donc les arcanes, le jeu des arcanes, le jeu des portes, plus le tapis. Et sur le tapis, il y a les lettres hébraïques. Parce que souvent, on parle des lettres hébraïques. Alors ça, ce sera après, parce qu'on va faire un petit module sur tarot et Kabbale, qui ne sera pas inclus dans la formation. Mais parce que c'est encore quelque chose de spécifique et ça demande déjà une lecture. En fait, quand vous apprenez à lire le tarot, c'est ça la problématique. C'est apprendre la tarologie, c'est-à-dire le langage du tarot. Quand on sait lire le tarot, là, après, on peut aller vraiment plus loin dans la portée philosophique, que ce soit kabbalistique, que ce soit ésotérique, que ce soit alchimique, parce que dans le tarot, vous avez 3 septénaires qui représentent les 3 œuvres en alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Alors, il y a des œuvres intermédiaires, mais qui sont représentées d'ailleurs aussi. Vous avez 3 x 7, vous avez les 7 opérations aussi, alchimiques. Vous avez les 22 lettres hébraïques, mais tous ces éléments-là, en fait, c'est des choses qui vont rajouter du sens. Mais du sens à quoi?
C'est-à-dire que si on n'a pas déjà une pratique, une lecture et quelque chose de fluide, en fait, ça, on va rajouter de l'information et on va avoir beaucoup de mal à intégrer la structure fondamentale du tarot. Ce que je veux vous dire, c'est que le tarot, comme je vous disais, sur le tapis, on a les 22 arcanes dans l'ordre. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, il faudra reprendre le replay. Quand on arrive dans notre incarnation, ben, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les cartes, faites vos jeux, rien ne va plus. Et en fait, tout va être dans le désordre. Donc il y a des choses qui vont être à leur place, mais la plupart des choses ne le seront pas. Et l'idée, ça va être de dire, ok, comment elles peuvent revenir à leur place. Donc là, on va rentrer dans un autre langage, une autre lecture, qui est une lecture karmique. Voilà. Après, on peut être sur une lecture vraiment purement pratico-pratique. C'est une lecture vraiment dans les choses du quotidien, tout ça. Donc il y a vraiment tout est possible avec le tarot. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, je préfère les oracles. Oui, mais les oracles, il y a un plan de lecture. Il y a un plan de lecture qui est en lien avec la dynamique de l'oracle. C'est-à-dire le créateur de l'oracle a mis une dynamique, par exemple, même un des plus connus, l'oracle de Béline, eh bien, le mage Edmond, parce que à un moment, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'oracle de Béline, et donc qui n'a pas été créé par Béline, qui a été créé par le mage Edmond. Donc du coup, j'ai eu accès à ses notes personnelles, au mage Edmond. Donc je suis allé aux archives, tout ça. Et donc il a créé aussi ce qu'on appelle le grand tarot de Béline, qui est un tarot. C'est vraiment pour deux lectures spécifiques. La symbolique, et même lui il le dit, dans son Enchiridion philosophique, il le dit, et il y a cette lecture particulière, c'est-à-dire pour les choses communes, les choses de la vie, l'oracle il est très bien. Mais après, pour l'évolution de l'âme, ce qu'il lui appelle les ailes du tarot, sont nécessaires. Alors après, c'est le grand tarot de Béline, il est particulier, faut aimer. C'est dessiné par Edmond lui-même, qui avait, je pense, des grandes qualités d'ésotériste et de symboliste. Parce que l'oracle de Béline, pareil, si on regarde l'oracle de Béline, il y a encore d'autres dimensions, parce qu'on a les dimensions planétaires, tout ça, parce que Edmond était astrologue. Donc on va retrouver pas mal de choses sur le plan astrologique, sur le plan un petit peu numérologique, tout ça. Mais dans la structure du tarot, l'avantage c'est qu'on a une vision qui peut être vraiment sur plusieurs plans à la fois sans bouger notre jeu. C'est-à-dire que vous pouvez... Ah oui, ça je ne vous ai pas dit. C'est que dans le jeu, il y a une carte magique avec la carte de réponse aux questions. C'est-à-dire que l'autre grande difficulté quand on a un tarot, c'est répondre aux questions. Eh bien en fait, vous avez donc, c'est une des grilles de lecture possibles, et après je vous apprends à faire la vôtre, mais pour moi, les questions, c'est on pose la question, tac, et on a un élément de réponse. Suivant l'arcane, ça va être un élément de réponse oui, non, ou réponse non déterminée. Donc ça, c'est une grille de lecture qui est comprise dedans. Et ensuite, des éléments de réponse. Et en fait, en fonction, on va se fier aux éléments de réponse ou pas. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, est-ce que mon travail va évoluer? Là, ma réponse, ça va être oui, mettons. Et là, je vais avoir, ah tiens, il y a un changement imminent. Ça va toujours être la même grille de lecture des réponses. Et c'est celle que j'utilise, moi. Voilà. Là, ah tiens, c'est le moment de construire. Là, ah tiens, le succès est au bout du chemin. Oh, plutôt positif, ce tirage. Je suis assez content. Donc visiblement, ma voie professionnelle va évoluer. Et là, je vais revenir, il est temps de partager, etc. Et je vais pouvoir avoir ma lecture. Sachant que la réponse à ma question, elle va être dans l'état actuel des choses. Et ça, c'est un élément qui est très très important à intégrer dans le tarot. C'est toujours oui mais, non mais. Voilà. Et ça, c'est inclus dans la formation, dans le... de toute façon, je veux dire, pour moi, c'est une formation de tarologie. C'est la différence entre souvent on me dit ouais mais t'es tarologue, hein, mais t'es pas voyant. Bah si, fondamentalement. C'est juste que je suis tarologue parce que je parle le langage du tarot. Mon langage à moi, c'est le langage du tarot. Ça ne veut pas dire que je parle pas aux gens qui sont morts.
Tellement riche et plein de sens. Ah, c'est gentil ça. Ça me semble compliqué de trouver les symboles au niveau personnel. Et ce que ça évoque en moi. C'est normal. Parce que, en fait, il faut passer par les deux... Le niveau personnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le niveau personnel dans l'initiation, dans l'ésotérisme, pour moi, c'est le niveau le plus haut. Il y a un axiome qu'on connaît bien et qu'on rabâche à longueur de temps, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est dans la table d'émeraude. Si on prend les choses sur ce sens-là, c'est-à-dire que ce que je ressens, ce que je perçois, est le plus important. C'est souvent, on est dans notre spiritualité moderne, on est là à chercher les choses tout le temps plus hautes, plus hautes, plus hautes, etc. Ah oui, mais ça, c'est de la lumière pure, c'est des machins, c'est des trucs. Ok. Mais est-ce que vous iriez brancher votre téléphone portable à la foudre? Bah non. Sinon, on va griller. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est ce que vous pouvez intégrer. Donc, au final, je commence à comprendre et à connaître l'ésotérisme à partir du moment où ça fait sens pour moi. Si ça, et c'est ce que disait encore une fois Einstein, si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 5 ans, c'est que vous ne l'avez pas compris. Donc, à partir du moment où on retrouve notre âme d'enfant, hein, c'est l'innocence, le sens inné des choses, c'est on ne peut pas parler ce langage-là. C'est pour ça que souvent dans les bouquins, dans les trucs, on va toujours dans le très compliqué et on parle de choses simples avec des mots compliqués. Mais l'idée, c'est de faire l'inverse. Et à partir du moment où on commence à voir des choses compliquées et qu'on l'exprime avec des mots simples, ben pour moi, c'est qu'on les a intégrées, c'est qu'on les a comprises. Et c'est en ce sens-là que trouver le langage qui nous appartient, ben, c'est le sens véritable de l'initiation. Aujourd'hui, on est là à répéter des mots qu'on a entendus, qu'on a machin, parce qu'aujourd'hui, il y a un contenu monumental, du bien comme du moins bien. Encore une fois, pour moi, tout a du sens. Donc, tout n'est pas vrai, parce que j'entends beaucoup de choses sur le tarot, et encore, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Mais historiquement, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas avérées, qu'on entend beaucoup sur le tarot, sur ses origines, sur tout ça, etc. Mais c'est pas important. L'essentiel, c'est même quitte à répéter quelque chose qui n'est pas vrai au sens global, si c'est parce qu'il fait du sens pour nous, et qu'il respecte soit les autres et le monde, tout va bien. On fait ça tout le temps. Je veux dire, il y a plein de choses, quand on parle d'Hermès Trismégiste, etc., on en parle comme d'un personnage qui existe, mais c'est un archétype. Il y en a plein d'autres, et les plus célèbres. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, à partir du moment où les choses trouvent leur sens en nous-mêmes, eh bien, c'est ça, en fait, le but de l'initiation. C'est de voir les choses, c'est de relier, en fait, toutes les cosmogonies. C'est de relier le macrocosme au microcosme intérieur. Et c'est ça le sens du symbole. Le sens du symbole, en fait, il va être d'ouvrir notre conscience, mais c'est pas pour pouvoir marcher sur l'eau. De toute façon, ce serait pas hyper pratique. Enfin, oui, possiblement, mais le sens, c'est de pouvoir, en fait, intégrer à notre mesure, et pas à la mesure céleste, à la mesure des autres, à la mesure de... Souvent, on cherche à se projeter comme les grands, mais non, en fait. Je suis qui je suis, et en fait, de toute façon, je ne peux intégrer qu'à mesure de ma conscience. Donc si j'ai l'honnêteté de me dire que ma conscience, elle est ce qu'elle est, quand je vais observer le langage symbolique, je vais essayer d'aller au plus simple. Et ça, que ce soit dans le magnétisme, que ce soit dans le tarot, faire simple, c'est l'essence même des choses. Et c'est du coup le sens même des choses. Voilà. Voilà. Ce live touche à sa fin. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. Je vais mettre le replay, j'espère. De toute façon, si jamais ça marche pas bien, parce que des fois j'ai un petit peu du mal à le... Je l'ai enregistré sur... voilà, comme ça il sera sur les deux plateformes, il sera sur YouTube aussi. Si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas même à commenter après sur le replay. Voilà. Vous pouvez commenter en bas, je répondrai avec plaisir. Merci infiniment. Et puis prenez soin de vous, des autres et du monde. Et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt.